là. C'est-à-dire que toute la guerre qu'on a eue et toute la guerre qu'on veut interrompre, elle se passe maintenant. Donc le mec, il croit qu'il fait beau, il y a le soleil, la plage et qu'on continue les vacances, ouais, eh ben, il a le droit d'y croire. Mais il a tout simplement oublié la réalité du monde. Que ici, maintenant, hein, pour changer la situation qu'il y avait durant l'année, c'était pas tellement possible. Parce que c'était fixé à Rosh Hashanah. Donc la guerre, les otages, les machins, les soldats qui tombent. C'était une réalité que ça m'étonnait que ça s'arrête avant Rosh Hashanah. On a eu une grande xéra à Rosh Hashanah, très grande xéra. Et c'est tombé, Bémet, au Shana Rabba, c'était sympa, etc. Le lendemain, la xéra, elle est tombée, quoi. Le lendemain de Shana Rabba. Donc nous, on pensait c'est sympa, au Shana Rabba, on fait une petite veillée ou on fait pas. Ouais. Et on fait une petite fila ou bof. Ouais. En fin de compte, là, le Xardin, il était rapide. Il était très rapide. Ouais. Je savais pas, et je sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait de filote, nous, de Rochelle Kippour, je n'arrête pas de vous dire. Je sais pas ce qui va nous arriver cette année. Et toute la sinatrinam qu'il y avait, avec toute la. Ça s'est pas amélioré, la sinatrinam. Hein. C'est pas amélioré. C'est-à-dire, ils se sont retenus 1, 2 mois comme ça, genre Ardout, ouais. Et ils n'ont pas d'idéal, les chilonim. Ils n'ont pas d'idéal. Quand tu as un idéal, alors tu peux dépasser les problèmes. Tu as un idéal, par exemple, il y a des gens, ils ont des problèmes de shalom bayit, par exemple. Tout le monde a des problèmes de shalom bayit, c'est comme ça. Tout le monde a des problèmes de shalom bayit parce que l'homme et la femme sont différents. Tout le monde a des problèmes de shalom bayit. Des fois ça va moins bien, des fois ça va pas. Ouais. Et comment on surpasse les problèmes de shalom bayit? Ouais. Avec un idéal. Quelqu'un, il a, par exemple, pour idéal, je ne suis pas venu dans ce monde pour prendre, je suis venu ici pour donner, faire profiter, pour aider. Quand tu es venu dans ce monde pour profiter, eh ben, il y a des choses que la femme t'apporte qui ne te font pas profiter. Il y a des choses que la femme te demande qui te saoulent. Comme ça. Donc, au bout d'un moment, quand tu es fatigué, qu'il y a des problèmes de parnassa, des problèmes de ci, etc., ça pète. Mais si maintenant tu es venu ici pour faire des choses, pour aider, pour construire, pour participer, ouais. Alors ta femme, elle te saoule. Nahon, elle est faite pour ça. Elle a un état d'esprit différent. Elle a une façon de voir les choses de manière très féminine, que nous on dirait de manière très lourde. Et oui, c'est enregistré. C'est très lourd, quoi, une femme pour un homme. Et c'est très lourd, un homme pour une femme. C'est fait exprès. Si on n'a pas un idéal, on ne peut pas dépasser les problèmes structurels. Ça n'a pas d'idéal, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Évidemment, quelqu'un qui vit pour lui, alors tout le saoule. Son travail le saoule, sa femme le saoule, ouais, tout le saoule. Parce que tu ne peux pas profiter sans interruption. Il y a des moments où tu profites, c'est rare, et la plupart du temps, tu bosses. Allez, combien il y a de vacances dans l'année? Quelqu'un normal. Pas énorme. Donc toute l'année, tu bosses, et encore en vacances, ça ne se passe pas tout le temps comme tu veux. Machin, les mecs, ils ont voulu partir en Thaïlande. Hier, ils n'ont pas pu prendre leur avion, les pauvres petits Smolanim. Ouais, ouais, mais Maïrassou. Ah, ils sont embêtés, il faut faire tomber Bibi, mais on veut des vacances quand même. Donc, Bekitsour, le nombre de jours dans l'année ou dans la vie où on kiffe, c'est rare. On est là pour bosser, on est là pour économiser, on est là pour tout. Donc, le mec qui n'a pas d'idéal, il est normalement frustré. La vie, ça frustre. Sans oublier qu'avec le temps, le mec, il vieillit. Il n'a plus le droit de manger ça. Il peut plus faire du sport, il peut plus faire ci, il peut plus faire ça. Donc, les gens sont aigris. Les gens ne sont pas heureux. Donc, quand tu n'as pas d'idéal et que tu es aigri, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu as de la haine pour un certain nombre de choses. Tu as des mauvais sentiments envers un certain nombre de choses. Donc, le monde Riloni, c'est normal qu'ils soient antipathiques. C'est normal. Ils n'ont pas d'idéal. Au moins, en 48, ils avaient un idéal. Construire la terre d'Israël, machin, faire des sacrifices, Messirut Nefesh. Ça les a fait vivre. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'idéal. Ils veulent un pays laïque. Ils n'ont plus d'idéal. Ils veulent un pays laïque. Mais c'est pas un idéal. C'est pas un idéal. C'est laisse-moi faire ce que je veux. C'est pas un idéal. Ça s'appelle quelque chose d'égocentrique. Laisse-moi être Mechalel Shabbat tranquillement, sans mauvaise conscience. Laisse-moi manger mon cochon sans problème. Ça s'appelle pas un idéal. Toute chose, l'idéal, par définition, c'est quelque chose où mon intérêt personnel n'est pas au premier plan. C'est ça un idéal. Quelque chose de l'ishma dans un idéal. Donc le kibbutznik, c'est un idéal. Les gens qui sont morts ici pour construire ce pays, c'est un idéal parce qu'ils ont fait passer une idée avant leur intérêt personnel. D'accord?
Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, les Chilonim, il n'y a plus d'idéal. Laisse-moi kiffer ma race comme un goy. D'accord? Non seulement je veux kiffer ma race, mais en plus, je ne veux pas avoir conscience. Donc, si les Haredim pouvaient mourir ou partir, ça m'arrangerait parce qu'ils me donnent mauvaise conscience. Je ne pas dit que tous les Chilonim soient comme ça, Chazé Shalom. Je parle de ceux qui prennent la parole, de ceux qui sont dans les journalistes, de ceux qui ont du pouvoir. Ouais. Et après, il y a des miskénim qui sont influencés, qui ne se posent pas trop de questions. Mais globalement, c'est pas tout. Chazé Shalom. C'est juste les extrémistes parmi les Chilonim, mais qui ont malheureusement beaucoup de pouvoir. Et donc, quand tu n'as pas d'idéal, donc tu n'es pas de bon poil. Parce que de supporter les difficultés de la vie, t'es tout le temps. C'est le mec, il a tout le temps envie de faire des manifs. Ce qu'on appelle le schtroumpf grincheux. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas d'idéal. Ah, la vie, elle n'est pas facile. Et la parnassa, et la femme, et la belle-mère, et les enfants qui font pas exactement tout ce qu'on veut. Ouais. On va dire que des fois, ils font l'inverse. Enfin, je parle pas des petits. Les petits, c'est sympa. Je parle quand ils sont en adolescence. Là, c'est plus compliqué. Donc, il y a plein de problèmes dans la vie. Il y a plein. Sans parler de la santé, sans parler de ci, de ça. Plus il y a la guerre, il y a un truc. Donc, quelqu'un maintenant qui, il n'y a pas d'émouna, il n'a pas vu que sa vie, c'est une mission. Comment tu sois de bonne humeur avec tout ça? Donc, quand tu n'es pas de bonne humeur, quelqu'un qui fait le mal, c'est quelqu'un qui se sent mal. Ces gens qui luttent contre la Torah, ces gens qui luttent contre comment dirais-je, contre même le sionisme, hein, qui luttent contre tous les idéaux qui peuvent exister dans ce pays. Le sionisme, la Torah, ouais, l'envie que le Mashiach vienne, qui luttent contre tout ça. Comme ils disent, on est des méchichistes. Alors j'ai réfléchi ce matin, j'ai dit, c'est vrai, dans la Tfila, on parle que de ça, on parle que du Mashiach. C'est vrai qu'on est des méchichistes. Ils ont touché juste. Toutes nos ambitions, c'est que le Mashiach vienne. Le reste, c'est une conséquence. La parnassa, la paix, le shalom baït, la briout, c'est une conséquence du Mashiach. Donc on prie pour le Mashiach et comme ça tout va venir. Toutes les fêtes de Rosh Hashanah tournent autour de ça, toutes les fêtes de Kippour tournent autour de ça, toutes les fêtes tournent autour de ça. Le Beth Amikdash, le Mashiach, c'est vrai qu'on est des méchichistes. On attend quelque chose de mieux et on essaie de s'améliorer pour que le mieux soit adapté à nous. Donc on se bat pour quelque chose. Eux, ça les dérange. Ce Mashiach va venir. S'il continue à se comporter comme ça, il va être condamné à mort, les mecs. Celui qui veut être Mechalel Shabbat, condamné à mort. Celui qui veut se marier avec une Goya, condamné à mort. Celui qui veut être homo, condamné à mort. Donc pour eux, le Mashiach, c'est comme tu dis, installer l'ayatollah Khomeini, quoi. C'est exactement la même chose pour eux. Et ils ont raison qu'il ne sera pas agréable d'être rachat quand le Mashiach sera là. C'est vrai. C'est vrai. Pour eux, c'est un cauchemar, le Mashiach. Il faut comprendre. Pourquoi on n'arrive pas à faire le shalom avec les Chilonim? C'est pas qu'on n'est pas d'accord, on est opposé. On est opposé. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, on est opposé. Pour nous, on prie pour le Mashiach, pour eux, ils ont peur du Mashiach. S'ils pouvaient le tuer, ils le tueraient. Mais attends, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va dire? Il va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre. Est-ce qu'ils ne connaissent pas l'idée utopique du Mashiach? Tout le monde se va aller. Non, le problème, c'est que parmi chez eux, il y a des gens de chez nous. Des gens qui ont quitté la Torah, qui les renseignent bien. Alors, quand nous, on parle quand on parle, nous, on prie pour le Mashiach, il y a différentes étapes, d'accord? Première étape, c'est qu'il bouge Galiot. Alors, tout le monde est content. La Sornout est content, on est content. Comment on explique? Tekal, Beshofar, Gadol et Cherouté. Première étape, qui bouge Galiot. Mais regarde la deuxième étape. Shiva Shofté, nous. C'est quoi ce qu'il dit, Eli? Non, c'est moi qui dis que les Elliot sont traduits par ça. Oui, la réunion des exilés de Sion, disent-ils. Ashiva Shofté, nous Kevarishona. Deuxième étape. Après que maintenant on a tout le monde réuni ici, deuxième étape, le Sanhedrin, Vaserminu Yagon, Vanachaum Loch, Alenu Merat, hein. Et après, marqué, troisième étape, il y a le Sanhedrin, qu'est-ce qu'on fait? Lamini, Velamashini, Altietikva, Kerega, Yovedu. On vient punir qui? Les goïms? Non, on parle ici des hérétiques. On parle des juifs. Cette bracha, la minim, les minimes, c'est pas un goy. C'est la pile, tout ça. Ouais. Parce qu'il est Tinoch Shenishba, l'Oder. Mais disons, c'est quelqu'un qui pense comme Lapide. D'accord? Parce que lui, il est concerné, ce qui est Tinoch Shenishba.
Je m'en fous. Je suis pas là pour juger. Je vous donne un exemple. Ouais. Donc, les malchinim, on en a plein des malchinim aussi. Non, il n'y a pas de malchinim. Malchinim, c'est des délateurs qui vont exciter les Arabes. Et c'est pas toutes ces histoires. Qui vont exciter les Américains, le bag. De chez nous, hein. Des fois excité. Ils vont les mettre pour tester. Ah, pas des types style. Tout ça, ça excite aussi, non, c'est pas ça. Vous voulez que- Oui, bon, lui, il manque juste d'intelligence, mais il n'est pas méchant. C'est pas lui qui excite, c'est pas de lui qui parle. Il excite, mais ça s'appelle pas un malchine. Ouais. Lui, Stam, il a un idéal violent, ouais, qui ressemble au Biryonim à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Il a un idéal violent. Mais il a un idéal, et violent. Ouais. Je dis pas qu'il fait que du mal. Je dis juste qu'il manque d'équilibre, ouais, d'après moi. Mais de toute façon, il faut savoir un truc très, très. Qu'on parle pas de politique ou qu'on en parle, qu'on sache. J'ai confiance dans aucun homme politique, c'est-à-dire, enfin, ceux qui ont du pouvoir. Ouais. Euh, tous des menteurs, quoi. Imaginez s'il y avait eu le 7 octobre sous Lapide ou sous Gantz. Ouais. Qu'est-ce qu'ils auraient dit la droite et Ben Gvir? Si on avait été au pouvoir, ça ne serait pas venu. Ce que disent les gauchistes. D'accord? Sauf que les gauchistes, on ne comprend pas le rapport. Si eux étaient au pouvoir, il n'y aurait pas eu, les Arabes n'auraient pas osé, on ne comprend pas le rapport. Ouais? On ne comprend pas le rapport. Parce que les gauchistes, a priori, les Arabes sont tranquilles avec eux. Ouais? Mais bon, l'homme est chané. Mais imaginez, ce serait passé à un moment où le gouvernement était de gauche. Tout ce que les mecs de gauche disent, les mecs de droite auraient dit. Donc c'est tous des menteurs. Tous des menteurs. Ils sont fatigants, ils sont écœurants, ils sont énervants, ils sont. Comme chacun, tu vois, chaque événement qui se passe, quand c'est le gouvernement X qui est au pouvoir, alors le mec Y dit ouais, ça ne serait pas passé si on avait été là. Mais tous, ils sont tous pareils. Il ne faut pas avoir de l'idéal dans la politique. Nous, on vote pour écouter les rabbinim. Mais ce n'est pas un moment d'idéal quand on vote, parce que c'est tous des menteurs. C'est un jeu. Si maintenant tu es honnête, tu vas perdre de l'électorat. Parce que les gens sont naïfs. Et ils croient celui qui est sûr de lui, celui qui parle avec une certaine confiance en soi, il convainc. Tu dis, ouais, là, on n'aurait pas dû, etc. C'est fini, il perd tout son électorat. Donc, tu es obligé de mentir. Parce que les gens sont bêtes. Les gens sont influençables. Tu comprends ou pas? Donc, c'est un jeu, tu rentres dans ça, peut-être une belle masquerade, mais tu vis dans le mensonge et tu perds ton lamaba, Alpirov. Ils s'habituent à mentir. Ils finissent par croire. Dans les livres de psychologie, ils montrent que les gens qui sont dans la politique, ils finissent par croire à leurs mensonges. Ils finissent par y croire. Mais c'est tous des menteurs. Donc c'est dur dans tout ce monde de mensonges de garder un idéal, de garder la tête froide, etc., de garder des principes. C'est très dur. Donc on est gouverné par des gens qui sont gouvernés par le peuple. C'est ce que la Mishnah nous dit, qu'à l'époque du Mashiach, Pnei Ador que Pnei Akelev, que la génération, elle sera comme, que les grands de la génération sont comme les chiens. Pnei Ador, ceux qui dirigent la génération, que Pnei Akelev. C'est quoi le chien? Le chien, quand il marche devant, il est devant. Mais il regarde tout le temps, il est où son maître? Alors les dirigeants, ils regardent toujours, tiens, ils ont aimé là ce que j'ai dit? Ils ont mis des likes sur mon Twitter? C'est une permettre. C'est nous. C'est la génération de nazes, pas les intellectuels, les rabbinim, les nazes, donc le pouvoir électoral qui n'est pas le plus réfléchi et qui a des notions de géopolitique affinées. Ouais, c'est eux qui intéressent les dirigeants. Donc les dirigeants ne dirigent pas. Ils sont tout le temps la tête en arrière. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec moi? Qu'est-ce qui est à la mode de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas à la mode? Donc revenons au sujet. Pour vivre sur Terre heureux et épanoui, il faut un idéal. Si tu n'as pas d'idéal, tu cherches à profiter de cette vie, on ne peut pas beaucoup profiter de la vie. Pas beaucoup. Il y a beaucoup de soucis dans la vie. D'accord ou pas? Beaucoup de soucis dans la vie. Pour pouvoir sublimer ces difficultés, il faut avoir un idéal. Ça s'appelle en psychologie sublimer. Il y a un problème que je transforme comme étant
quelque chose de positif, ça s'appelle sublimer. Je rends sublime le problème. Alors j'ai une épreuve, quelqu'un maintenant il a fait des bêtises, il s'est pris des baffes, et ah, qu'est-ce que Hachem il est grand, il ne m'a pas laissé faire des bêtises. Première, oui, ça, je me suis pris une terre. Qu'est-ce que Hachem il m'aime? Parce que j'ai un idéal, même les coups que je me suis pris, je les vois positivement et je vois que Hachem il reste derrière moi, il ne m'a pas abandonné. Par exemple, c'est un exemple. D'accord. Le mec n'a pas d'idéal, il arrive des coups, ouais, j'ai la poisse, j'ai machin, machin. Lui, sa femme, elle est gentille, lui, il gagne de l'argent, lui, ci, lui, ça. Et non, moi, j'ai mon mazal. Avant de naître, 40 jours avant de naître, déjà, je savais, est-ce que je vais être riche, je vais être pauvre, je vais être intelligent, je vais être belle. Ouais, je dois faire ce que j'ai reçu. T'as pas d'idéal, la vie, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Non, Raph, c'est pas vrai, il y a des gens qui sont heureux. Non, il y a des gens qui arrivent à présenter une vitrine de bonheur. Ceux qui ont plein d'argent, donc plein de soucis, qui ne sont pas aimés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. Ils ne sont pas aimés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. C'est pas une belle vie, hein, ceux qui ont plein d'argent. Toutes les gens qui se rapprochent, ah, comment ça va, voilà. Intéressés. Et même s'ils ne sont pas intéressés, tu les soupçonnes d'être intéressés. Mais même nous qui sommes des gens idéalistes, quand tu as quelqu'un qui a plein de pouvoir, plein d'argent, etc., est-ce qu'on n'adopte pas un comportement différent avec lui un petit peu? Un petit peu? Est-ce qu'on est complètement naturel? Vous comprenez le problème ou pas? Donc on sait qu'on n'est pas complètement naturel. Donc comment on arrive à ce stade-là? On sait que c'est fini, on ne peut plus avoir de relations normales avec les gens. Vous comprenez ou pas? Donc même ceux qui sont le symbole du bonheur, ils ont de l'argent, ils ont réussi, etc. Est-ce qu'au niveau psychologique, est-ce qu'au niveau individuel, ils sont heureux, ils sont tranquilles? Plein d'argent, la femme a plus de demandes. Puis plein de réussites. Donc tu es tout le temps en train de travailler, tu n'arrêtes pas, hein. Les mecs qui ont plein d'argent, ils n'arrêtent pas de travailler, hein. J'en ai connu certains. J'en ai connu pas mal. Ouais, qui ont bien réussi. Pas qu'un, pas mal. Benoni, ça va. Mais le mec qui a plein d'argent, c'est un cauchemar. Sans arrêt, il doit réinvestir, il doit chercher des nouveaux domaines, trucs, machin. C'est, c'est pas tranquille, la vie. Hein? Oui, mais il rentre dans un engrenage. Dans un système. Parce que maintenant, tu appartiens à un certain. Ta définition, c'est le mec qui réussit. Si maintenant tu lèves le pied, ah, qu'est-ce qui est arrivé, machin? Quelque part, il doit à la société conserver son image. Ah, il peut être très religieux, très tzaddik. Par exemple, le Rav Uri Zohar, Zichrono Livracha, il a tout claqué, ouais, pour finir ses 20 dernières années dans, je sais pas, 15 mètres carrés. Ouais. Il mange, il dort, il étudie, il va prier. Yomam Balayla. Il voulait même pas donner des cours. C'est le Rav Shar qui l'a obligé. Il voulait étudier 18 heures par jour, Vezeu, Raketze. Il était riche. Bah, c'était le. Ouais. C'est Jean-Paul Il y a Belmondo. Roland de Jean-Paul. C'est Jean-Paul Belmondo. C'est plus que ça. C'était le number one. Ah, Et non, vraiment. c'était l'acteur, le chanteur, le scénariste, tout. Il a touché à tout. Bon, c'est quelqu'un d'intelligent, hein. On voit après dans la Torah. C'est pas un rigolo. C'est pas le mec le beau gosse, Vezeu. C'est une tronche. Et il a tout claqué. Et les gens lui en voulaient. Le monde Riloni le détestait. Il se faisait comment dirais-je, attraper dans la rue et on lui disait pourquoi tu nous as abandonnés? Il était détesté. Donc c'est un choix. Mais qui a cette force-là de tout plaquer? Maintenant, tu as gagné de l'argent, maintenant tu vas voir Hachem, étudier la Torah, faire changer ta vie, etc. Il faut un courage énorme. C'est comme les gens qui jouent au loto, etc. Ils croient qu'ils vont être les mêmes quand ils vont gagner. On ne sera plus le même. Est-ce qu'on aura les épaules pour assumer une telle réussite? C'est pas sûr. C'est pas par hasard qu'on gagne pas au loto. Hachem, il nous aime. Vous comprenez ou pas? Donc revenons. Si on n'a pas d'idéal dans la vie, elle n'est pas belle. La vie a été faite. Hachem, il a fait que la vie soit faite de telle sorte que sans idéal, on est vite rassasié et on en a marre. Tu vois, les vieux riches, ils en ont marre de la vie. Ils attendent de mourir. Des fois, ils se donnent même la mort, hein. Et les mecs, ils sont super riches, et ils se droguent, ils se suicident. Macaram! Parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de la vie.
Le mec qui n'a pas beaucoup d'argent, qui travaille pour gagner, pour acheter un appartement, au moins il a un idéal matériel qui lui donne des forces de lutter. Même si sa lutte, elle est complètement matérialiste, le fait de lutter lui donne un sens à sa vie. Donc il va faire un travail sur ses midotes pour bien apprécier dans son travail. Il va essayer de ne pas perdre du temps sur Netflix, sur ci, pour pouvoir maintenant essayer de développer encore d'autres entrées d'argent et de ci, et d'apprendre des cheat-codes, d'apprendre des sites. Donc cet idéal même qui est matérialiste, eh ben, ça fait qu'il va essayer de se dépasser dans certains domaines de sa vie. Une définition plus précise d'idéal. L'idéal, c'est faire un effort pour quelque chose qui englobe toute ma vie. Le mec qui cherche un bon repas, de bien dormir, de bonnes vacances, c'est l'inverse de l'idéaliste. C'est comme un animal, quoi. Il veut copuler, manger, avoir des enfants. C'est comme un animal. Ce qui définit un homme, c'est de pouvoir avoir des idéaux. Les animaux n'ont pas d'idéaux. Il y avait un chien où il avait les idées fixes, mais sinon, les idéaux, je dis ça en astérique, bien sûr. Donc, il y a différents niveaux d'idéal. Et ça, c'est la Torah qui le dit. Mais il y avait un juif complètement assimilé, autrichien, qui s'appelait Viktor Frankl. Il en a fait une théorie pour s'opposer à son maître, Freud. Freud, Freud, c'est quoi sa théorie? C'est de ruminer le vomi de mon passé. Oui, quand j'étais petit, j'ai eu tel traumatisme. Oui, c'est tout le temps. C'est comme la femme de l'autre. Regardez le Sodome et Gomorrhe en flammes. D'accord? Ça n'a pas soigné grand monde, sa théorie. Il le dit lui-même à la fin de sa vie, et sa fille qui a continué ses recherches dit la même chose. J'ai vu dans l'encyclopédie Universalis. Et donc, la conclusion de la rubrique sur la psychanalyse de Freud. C'est pas une super thérapie. Ça ne rend pas la Terre plus heureuse. Terre happy. Ouais? Ça ne rend pas la Terre plus heureuse. Alors lui, il a compris comment dirais-je, l'erreur fondamentale de Freud, qu'il a bien diagnostiqué les sources des problèmes de l'homme dans sa jeunesse, dans ses traumatismes, sa libido, et le truc oedipien et le machin, toutes sortes de problèmes qui sont existants. Mais des fois, de les connaître, ça augmente les problèmes. Des fois, quelqu'un, il a un certain traumatisme qu'il ne sait pas, il vient avec. Dès qu'il le sait, c'est fini, il est mort. Ben, parce que il sait qu'il a un problème. Donc j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là. Le sait, l'arranger. Ils n'ont pas tellement les techniques pour l'arranger. C'est-à-dire, tu connais pas plein de gens qui ont fait des années de. Ouais, et qui te disent, moi, ça m'a pas tellement aidé. T'en connais pas plein? Moi, j'en connais plein. Ça a aidé une personne, ça a aidé une personne. Tu as donné une parnassa à quelqu'un. À une personne. Ça aide qu'une personne sur les 300 personnes qui sont autour de lui. Quand même, il a bien grandi. Il y a beaucoup. Ouais. Si Freud lui-même dit qu'il ne voit pas en quoi ça peut soigner à la fin de ses jours, et sa fille elle-même, c'est quand même un problème, cette théorie. Non, que maintenant, cette théorie peut être utilisée, ouais, peut être utilisée pour être de manière, comment dirais-je, partielle pour en faire des choses possibles, c'est possible. Parce qu'il a découvert des réalités dans le cerveau et dans le nefesh. Ouais, que les sages ont déjà eux-mêmes découvert depuis longtemps. Mais il a donné certaines terminologies, etc. Moi, je ne suis pas un spécialiste pour dire que ça vaut rien. Je viens juste vous rapporter ce que lui, il dit. On est ou pas? Je viens juste rapporter ce que le rabbi de Lubavitch disait également sur cette chose-là, que lui connaissait, puisqu'il a étudié ça à la fac. Ouais. Et que le rabbi de Lubavitch, il a dit non, la seule théorie psychologique qui se rapproche de la vérité de la Torah, c'est Viktor Frankl. C'est la seule. Et lui, donc il était pourchassé par tout le monde scientifique, il a été expulsé des centres des médecins, parce il a été relègue sur l'Avodazara, Freud était relègue. Étant Talmide, il a été relègue. Il a été jeté comme un chien pourri. Et lui, il est rentré à Auschwitz parce qu'il était juif. Et là-bas, il avait donc comme projet de vérifier sa théorie.
je vais vérifier si ma théorie est vraie. Et sa théorie, donc, c'était de voir quand tu as un idéal, ça fait vivre. Et lui, son idéal, c'était je vais maintenant créer une nouvelle théorie. Et donc, il a regardé sur lui les souffrances, il a regardé sur les autres les souffrances, et il a développé, étayé, approfondi et prouvé sa théorie par Auschwitz, et il est sorti vivant d'Auschwitz, et il a écrit un livre sur Auschwitz pour prouver sa théorie, que l'espoir fait vivre, que l'idéal fait vivre. D'accord? T'as un but, quoi. Il faut avoir un but. Exactement. Et tu vois, euh, Pas devenu religieux. non, mais il était marié avec une Goya, lui. Il s'est marié avec une Goya après la guerre, mais il avait une émouna en Hachem. Et plus les années ont passé, il a découvert que l'idéal qui fait le plus vivre, c'est un idéal religieux. Au début, il ne disait pas ça. Mais à force d'approfondir sa théorie, il dit c'est que l'idéal qui dépasse l'individu, mais même qui dépasse l'humanité, qui est absolument pas lié à moi. Un idéal qui me sublime. D'accord? Et donc, avec toutes les oppositions du monde médical contre lui, il a passé une grande crise et il voulait tout abandonner. Je vous ai raconté cette histoire, non? Ça vous dit rien? T'aimes bien les histoires de toute façon. Hein? T'as pas d'histoire, toi? Non. Hein. Voilà, 1905, le 26 mars à Vienne. Il est mort en 97 à Vienne. Et là, donc, il a donc développé une nouvelle thérapie qui s'appelle la logothérapie. Et donc, lui, sa première conférence à 21 ans, donc il avait quel âge? Incroyable, il est né en 1905. Attends, il avait première conférence, il est né en 1905, à 21? Il avait... 1926. Attends, non, non, mais il n'est pas 21 ans. C'est en 21. Donc il avait 16 ans. Première conférence à 16 ans, je ne sais pas où il a donné. Le sens de la vie. Ce que logo, ça veut dire le sens, le sens. Logothérapie, c'est on se soigne en donnant un sens à sa vie. C'est ça sa théorie. Il dirige entre 33 et 36 le pavillon des femmes suicidaires. Donc il soignait les gens avec sa logothérapie. D'accord? Ah, il n'était pas à Auschwitz. Ah oui, d'abord il était à Theresienstadt, je ne connais pas. Après, il est parti à Auschwitz. Voilà. Et après être sorti des camps, il est devenu directeur de la polyclinique neurologique de Vienne, etc. Bon, ce n'est pas un rigolo. Ça sert à rien de les trucs, les traumatismes liés à l'enfance et il dit que ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. Ça serait bien que ça soit rien. Ça condamne à mort. Pas revenir en arrière. Alors, Mais c'est l'histoire de la femme de l'autre. Ça te condamne à mort. Non, moi j'ai un traumatisme. Je vais raconter une histoire que le Rav Yocasson il raconte, une histoire vraie, de deux jumeaux. Ils ont assisté à leur père qui a tué leur mère, et après qui s'est suicidé. Après, ils ont été passés de famille en famille. Et un, il est dans un hôpital psychiatrique, et l'autre, c'est le seul. Le Rav Yocasson dit pour son kavod, je vous donne pas son identité, mais il est connu de tous, juif. Et quand tu parles à l'un à l'autre, alors l'un, il dit, celui qui est tout le temps malade, il dit, si tu savais ce que j'ai vécu, tu aurais été comme moi. Et l'autre, il dit des vrais jumeaux, hein, qu'on voit comme quoi il y a un libre arbitre même chez les vrais jumeaux. Il dit, vu ce que j'ai vécu, je n'avais pas le choix de réussir. Un, il regarde son passé, et l'autre, il regarde son avenir. Je veux m'en sortir. Et puisque je viens de la daube, pour m'en sortir, j'ai dû mettre beaucoup plus d'énergie que quelqu'un de normal. Et l'autre, vu ce que j'ai vécu, je ne peux pas m'en sortir. Il existe un qui veut avancer. Un qui regarde dans le passé et un qui veut
se libérer de son passé. C'est le rendra plus fort. Voilà. Mais si tu vis dans le passé, tu dis, bon, bah, je suis handicapé. J'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai ma ça, je suis handicapé. Comment tu veux que je m'en sorte? T'as vu ce que j'ai vécu? Non, je fais abstraction. Je fais abstraction de mon passé. Donc, encore une fois, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un chacham, je n'ai pas étudié le sujet de la psychanalyse plus qu'au bac en lisant quelques livres de Freud. C'est vrai que j'ai lu Freud. Pas tout, j'ai lu Freud. Ça m'avait pas du tout, j'ai lu, je crois, 2 ou 3 livres, pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu. Quand j'avais lu après Kant, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ouais, je trouve ça très bizarre, très, très malsain. On parle que de sexe, c'est très malsain. Hein? L'Oedipe, c'est quoi? Ouais, c'est très malsain. T'imagines quand tu regardes ta mère après ça, et te coucher avec elle, mais qui a besoin de penser un truc pareil? C'est simple de penser un truc pareil, c'est crade. C'est crade, D'ailleurs, au début, quand il a sorti cette théorie, tout le monde s'opposait à lui. Les gens étaient choqués. Mais après, le darwinisme, qu'on est tous des singes, on est tous des bêtes, petit à petit, ça fait son chemin et on est tous des bêtes. On n'a que du sexe dans la tête, ça c'est Freud. Il parle que de ça. C'est vraiment le number one de toutes les maladies pour lui, ces problèmes-là. Tout tourne autour de ça. C'est vrai que c'est important dans la vie d'un homme et que ça joue un grand rôle. Ouais, mais, mais qui dit qu'il faut se limiter à ça, quoi. Lui, c'est un apikoros marchemo vezircho, quoi. Il a interdit à sa femme d'allumer les bougies de Shabbat. Marchemo vezircho. Il a écrit un livre contre Moshe Rabbeinu. Il faut dire que c'est des légendes, c'est des foutaises. Ah non, c'est un vrai apikoros, Freud. Il brûle en enfer, mais sans limiter la chaleur, là. C'est un vrai apikoros. Hein? Donc, comme non, il parle que de sexe, que de trucs, parce que c'est un vrai apikoros, quoi. Il est venu, c'est Baal-Péor. Freud, c'est Baal-Péor. C'est la même gematria, tu sais? Non. Et un autre, il aurait sorti sa calculette. Et donc, lui est venu s'opposer. Il est également juif, comme la plupart des intellos d'Autriche à l'époque, ouais. Lui aussi. Et, et en 1970, il a créé en Californie le premier institut de logothérapie au monde. Maintenant, il a failli déprimer, enfin, il déprimait d'ailleurs, parce que tout le monde s'opposait à lui, tout le monde lui était comment dirais-je, lui interdisait le droit de parole, machin, truc. Toujours été comme ça, ouais. Et et il y a une fois quelqu'un qui a demandé une bracha au Rabbi Lubavitch, et il dit, vous venez d'où? Ah, d'Autriche. Ah, très bien, je vous donne une bracha, mais je vous demande un service. Transmettez cette lettre au docteur Frankel. Tu connais cette histoire, David, ou pas? Il dit que c'est une femme qui est devenue voir le rabbi. Voilà, une femme. Ouais, elle est venue le voir, une femme avec des crucifix à la maison et tout. Elle est venue voir Voilà, le docteur Frankel qui était apparemment désespéré, pratiquement. voilà. Et c'est lui qui lui a dit un message du Continue ton travail, il est bon. C'est ça. Il avait été presque Voilà. fini, quoi. Ça lui a donné un courage fou de refuser. C'est quand même bizarre. Le rabbi, il pensait à ça, à lui, c'est une menace. Mais il a étudié à la Sorbonne, le Rabbi. Donc, il a étudié un certain nombre de sujets. Et dans toute la touma de la psychologie, il a dit, tiens, ça correspond à la Torah. Quand tu dis Emouna, ça fait vivre, la Torah, ça fait vivre, les mitzvot, ça fait vivre. C'est-à-dire, tu vis pas, tu es sur ton nombril. Alors nous, il n'y a plus, c'est en plus mystique, c'est-à-dire, on est Mitraber, la Kadosh Baruch Hu, qui est source de toute vie. Mais sans ça, déjà, quelqu'un maintenant, comment? Il a dit en 2003, il a rendu une cavité à Chabad, rendu visite à sa veuve non juive. Il peut l'air des temps, il lui apporta une paire de téphilines et de talit, des femmes mariées, il les portait chaque jour depuis que j'ai parlé du rabbi. Incroyable. Il est mort en 97. Ouais, c'est ça. Donc il a vécu quand même Ouais, il a 92 ans. de façon. Alors qu'il était à Auschwitz. C'est pas mal. Moi, je savais que son travail, le rabbi, lui, que son travail, il était bon, alors que c'est une sorte de logothérapie. Et pourtant, lui-même, il était déprimé. C'est-à-dire, tu veux Mais tu peux être soigner les aussi, tu gens. peux être un amour et être déprimé. Il paraît que le Rav Nachman de Breslav aussi était déprimé. Il était dépressif. Il a créé une chita pour s'en sortir. Mais tout le monde est humain.
Quand maintenant tout le monde se pose de toi, tout le monde se fout de ta tête, tout le monde te dit que tout ton travail, toute ta vie, tu as survécu à Auschwitz pour faire hériter au monde cette science. Ouais, et tout le monde se fout de ta tronche. On est humain. On est humain. Et qui te sourd? C'est ça que je suis en train de vous dire. Pour s'en sortir dans le Shalom Bayit, faut un idéal. Si t'es là pour profiter, ou pas profiter pareil, la femme, elle a des plaisirs que moi, j'ai pas, et réciproquement. Elle pense différemment sur les enfants. Elle pense différemment sur ce que doit être le couple, ce que doit être le mari, et réciproquement. Donc, si t'es là pour kiffer, au bout d'un moment, c'est pas kiffant le mariage. C'est pas kiffant. Au début, on se découvre, c'est sympa, machin, il y a des plaisirs, des trucs. Après, les enfants, on est occupé. Au début, quand ils sont petits. Puis après, quand il y a plus de temps, ils ont un peu grandi. Alors là, c'est là que ça divorce. Au début, on est trop occupé pour penser au divorce. Après, il commence à grandir, on a un peu plus de temps de réfléchir à mon couple, ma femme, ma vie, mon truc. Je mérite mieux. Regarde lui, sa femme, elle est sympa, les trucs, elle est tout le temps en train de me critiquer, tout le temps en train de me ci, en train de me ça. Je suis là pour quoi? Pour kiffer. Je suis là pour apporter. Alors voyons voir les qualités qu'elle a, pas les défauts. Quand tu es là pour prendre, tu vois ses défauts. C'est ça qui te dérange. Quand tu es là pour donner, alors tu te motives, j'ai envie de le donner parce que regarde quand même, elle est gentille, elle me fait à manger, elle me fait le linge, elle se fait jolie pour moi, elle fait ci. Oui, mais quand même, regarde, elle me prend la tête, elle me ci, elle me ça, avec ma mère ça va pas, avec ci, nan, nan. Et regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle te donne, et pas ce que tu attends d'elle en plus. Elle dit bon, oh Rachel, oh Rachel. Et les mecs qui ont divorcé, qui sont remariés, voient que ça revient les mêmes problèmes, de toute façon, c'est la difficulté entre les hommes et les femmes. Voilà, j'ai pas dit qu'il y a des cas où vraiment c'est incompatible. Ça peut des fois être incompatible. Ça peut. Mais en général, c'est pas le cas. En général, c'est un problème masculin, féminin, égoïste. J'ai pas les nerfs de supporter la différence. Ça, c'est 90% des cas, je pense. Enfin, j'ai lu. Donc le mec, il va se remarier, ça va revenir au même, au bout d'un moment. Hein? Voilà. Ouais. Si le mec, il veut maintenant essayer de travailler. Et il a besoin maintenant d'un associé dans son travail. C'est déjà complètement différent. Imagine maintenant, t'es à Gaza et un soldat qui est dans ta ploua que tu n'aimes pas trop dans la vie. De tous les jours, tu l'aurais pas aimé. D'accord, ça arrive ou pas? Mais là, sous le feu, il est utile. Donc tu penses même pas à ses défauts. Parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour faire face à une mission commune. Ben, c'est ça le mariage. Elle m'aide dans ma mission. Elle a des qualités pour les enfants que je n'ai pas. Elle a une certaine douceur, une certaine machin, certains trucs. Et ma mission, c'est d'aider mes enfants. Ma mission, c'est de pouvoir étudier la Torah, de faire des mitzvot. Et elle m'aide dans ça. Si j'avais été seul, j'aurais pas pu faire tout ça avec autant de facilité. Donc quand maintenant tu le vois comme un associé, ton associé dans le travail, tu ne le prends pas parce que c'est ton copain, parce qu'il a des qualités que tu n'as pas, une sensibilité que tu n'as pas, une vision que tu n'as pas, qui va te permettre d'être plus efficace. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné quelqu'un de différent qui s'appelle la femme. Mais si tu es là pour prendre, sa différence va te gêner. Mais si tu es là pour travailler en commun, tu es content qu'elle soit différente. Combien de disputes on parle là? Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Tu l'as pas écouté, la femme. Elle avait un autre regard, une autre sensibilité, une autre. Tu l'as pas écouté. Hachem te l'a mis avec sa façon spéciale d'exprimer les problèmes. Je t'avais pas compris. Ça que tu voulais dire? D'accord. Elle parle pas comme nous. D'accord. Pas comme. Des fois, on se demande même si elle parle. Ouais. Tellement c'est embrouillé. Elle commence la phrase par ce qui l'a choqué, pas par la première idée qu'il faut mettre en place. Et ce qui l'a choqué, je serais de présenter à la fin, donc tu ne comprends pas ce qu'elle veut. Elle a une autre façon de voir le monde, Bichlal. Mais c'est un associé qu'on a besoin. On a besoin d'avoir quatre yeux pour pas tomber dans les embûches que la vie nous met sans arrêt. Nos deux yeux, ça ne suffit pas. On ne voit pas en relief. Tu sais, quand tu as un œil, tu ne vois pas en relief.
nous pouvons voir en relief le monde de 4 yeux, deux paires d'yeux. Pas deux par Dieu, deux paires d'yeux. On est où ou pas? La logothérapie. Non, logos, c'est donner un sens. Logos, c'est le sens, la raison. Se soigner en donnant un sens à la personne. C'est rentré hein, dans les mœurs. Quelqu'un, il a des problèmes et tout psychologiques, on va essayer de l'accrocher à la musique, on va essayer de l'accrocher à un travail, on va essayer de donner un sens à sa vie pour oublier ses problèmes. Freud, il dit, regarde tes problèmes. Et il a dit, non, regarde ta mission. C'est l'opposé de Freud. Signification. Ce qui les a guéris, c'est le problème avec la technique des Frankel. Regarde, prends une mission. Mais tes problèmes sont là. Non, tes problèmes peuvent devenir. Je vais te donner, par exemple, moi j'ai un problème, ouais, diagnostiqué qui s'appelle Keshev Verikuz, un problème de concentration. D'accord? Et à l'époque, c'était pas connu. C'est pas un problème. Attends, laisse-moi un peu à parler de ma vie. Là. J'étais pendant un mois, j'étais l'homme d'occuper des autres. Là, je redeviens le roi sur son trône. Laisse-moi parler de ma vie. Laissez subir. Laissez-vous subir mon. Keshev Verikuz, c'est un truc connu, ouais. Et c'est réel. C'est réel. Problème de concentration. Un vrai problème de concentration, le cerveau il fonctionne à l'envers, c'est un problème, c'est pas Stam, c'est biologique, ouais. Ouais, c'est biologique, biologique. C'est pour ça que quand ils donnent les médicaments et tout, Concerta, Ritaline et tout, ça crée une réaction dans le cerveau qui aide. C'est pas Stam. Ça marche, ça marche. Moi jamais pris. À l'époque, ça n'existait pas en France. Aux États-Unis, ça existait. Et puisque la Ritaline, ça existe depuis les années 50 quand même. C'est dangereux, c'est pas dangereux. Ou on a vu un médicament qui fait pas de mort aussi vieux. Donc c'est ch'touat, les Français qui disent la Ritaline, c'est dangereux. C'est ch'touat, c'est ch'touat. Ouais. Il y a des effets secondaires, comme tous les médicaments. Mais que c'est dangereux, 1950, ça remonte à loin quand même. Ça fait 74 ans quand même qu'il utilisait ce médicament. Ouais. Et il y a des gens qui l'utilisent pas uniquement quand ils sont jeunes, toute leur vie. D'accord? Moi, je connaissais pas ce problème. Je pensais que je suis un peu. Je suis différent, je suis plus nul. Ouais. Dans les études, c'était compliqué. J'entendais rien. Il y avait quelqu'un qui marchait dans le couloir, j'entendais les pas, j'entendais pas l'approche, j'entendais rien. Je ne pouvais pas entendre. D'accord? Donc, ne sachant pas que j'avais ce problème-là, et voulant réussir, j'ai dû décupler une énergie 10 fois plus que les autres. Parce que tout ce qu'on étudiait à l'école, je devais après, chez moi, dans ma chambre, tout seul, sans bruit, sans rien, reprendre. D'accord? Parce que les autres, non, j'ai écouté. Mon frère, lui, qui n'avait pas ce problème, il les révisait jamais. Il a une grosse tête. Ce qu'il a écouté à l'école, c'est fini. Après, il allait jouer au foot. Il était premier de la classe, et moi, j'étais avant-dernier. Mais si j'avais su le problème, puis bon, j'ai circonstance atténuante, moi j'ai un problème de cachet véricous, comme certains enfants disent aujourd'hui. Ça ne les aide pas à réussir de connaître leurs problèmes. Moi, je ne connaissais pas mon problème, je ne veux pas être. Bon, il y a toujours un dernier de la classe parce que c'était en général un anormal. Donc je n'étais pas le dernier grâce à ça. Ils ont tous fini en asile psychiatrique, les derniers de la classe. Enfin, je connais en tout cas un qui m'a suivi des années. Ouais, mais donc, de garder le moral, c'est pas facile, se sentir nul, mais bon, Hachem a fait un âge, j'ai gardé le moral. Mais, mais ça fait que j'ai développé une volonté de travailler, qui m'aide aujourd'hui, et peut-être certains d'entre eux profitent aujourd'hui. Je ne vois pas le rapport. Tu n'as pas compris du tout le développement. J'explique que si j'avais su que j'avais un problème biologique de Keshe-Verikous, donc je suis anormal, je suis handicapé. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est-à-dire que je me rappelle durant toutes mes années d'école primaire, ouais, quand la prof donnait les devoirs pour le lendemain, tous les jours, je demandais à un camarade, je l'appelais, qu'est-ce qu'elle a dit? J'entendais jamais, c'était quoi les. J'arrivais pas à me concentrer, je ne savais pas ce qu'on devait faire. Tous les jours, j'appelais un camarade, c'est quoi les devoirs pour le lendemain? Tous les jours, je me rappelle, tous les jours. Donc c'est un handicap. Un handicap. Et en plus, physiquement, je n'étais pas fort. J'étais le dernier aussi en gym. D'accord?
Le dernier, la prof pensait que je me foutais de sa tête quand je lui demandais de faire une roulade et je sortais du tapis. Ouais, d'accord, c'est un handicap. Mais cet handicap-là a développé en moi ce qu'on appelle la volonté, que j'ai fait tchouva en un jour. Et je fais tchouva et en un jour, j'ai tout pris sur moi. C'est pas compliqué vu ce que j'ai connu dans ma jeunesse. C'est pas compliqué de faire tchouva en un jour. De passer de Chiloni Gamour à Haredi Gamour en un jour. C'est pas compliqué, je ne voyais pas le problème. Vu tout ce que j'ai dû endurer. Mais si j'avais su que j'étais handicapé, je pense que la vie, elle serait passée différemment. J'aurais eu un problème psychologique. Qu'ils ont un problème de Keshev et Rikouz, va voir comment ils parlent d'eux-mêmes. Ah non, moi je peux pas faire ça, j'ai ci, j'ai ça. C'est pas pour moi, j'y arrive pas. C'est tout ce que je dis à Aurel. Tu te sous-estimes. C'est pas pour moi, j'y arrive pas. Moi, je me barre. Tu te bats, mais tu te sous-estimes. C'est vrai que tu te bats, de venir, de trucs, mais quand tu es là, tu dis bon, non, ça c'est un truc devient compliqué. Ah non, ça je comprends pas. Et souvent, je pose des questions, tu es un des seuls à répondre. Tu te sous-estimes. Hein? Oui, il est aussi, il se sous-estime. Ah, j'ai dit sûr, moi, non. Non, non, non. De quoi il peut surestimer? De quoi? C'est un compliment, j'ai fait un compliment. Toi aussi, David, tu te sous-estimes. On a le groupe des sous-estimes. Bon, Marco, il se sous-estime pas, mais il se surestime pas, il travaille. C'est la force tranquille. Le François Mitterrand des temps modernes. Ouais? Vous comprenez le problème ou pas? De connaître, de croire connaître son potentiel, c'est une erreur, parce que le potentiel, c'est quelque chose d'évolutif. Il n'y a pas de fin au potentiel. Dis non, moi je me connais. Tu ne te connais pas. Parce qu'après avoir bossé, dans 10 ans, tu ne seras pas le même. Tu ne peux pas te connaître. Aurel, le jour où tu es arrivé ici et le jour d'aujourd'hui, tu as changé? Bien sûr. Chaque jour, on avance. Non, pas chaque jour. C'est pas vrai. Ça ne change pas à chaque jour. C'est pas vrai. Ça déprime de dire qu'on change chaque jour parce que c'est faux. Ça met du temps à changer. Ça met beaucoup de temps à changer. Mais c'est un travail de chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Mais putain, après, tu te recules. Et tiens, j'ai plus envie de ce truc-là. Tiens, ah, j'aime bien quand même. Avant, ça me saoulait. Tiens, ah, j'ai compris. Avant, je comprenais pas un mot. Léon, t'as pas progressé toutes ces années? Bien sûr, au début, tu comprenais nada. Tu comprenais zéro. Tu voulais partir. Tu te rappelles, tu voulais partir? Souvent, je faisais des blagues. Je t'ai retenu grâce à ça. La vie est un travail, ouais, de longue haleine qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de courage. Mais il faut un idéal. Alors lui, Franck, je ne sais pas si dans Wikipédia, ils ont marqué qu'elle a son rapport avec la religion, ça m'étonnerait. Non. On trouve aujourd'hui des associations de logothérapie dans 30 pays. Ces livres sont traduits dans 32 langues. Donc tu as vu, de l'échec, il arrivait à la réussite quand même. C'est pas mal. 32 langues. C'est pas mal un livre traduit en 32 langues. J'avais lu un de ses livres d'ailleurs. C'était intéressant. Je vous conseille son livre sur son témoignage sur Auschwitz. Il raconte Auschwitz, un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas et qu'est-ce qui l'a sauvé. Très intéressant. Un petit livre, hein, je ne sais pas, c'est peut-être 60 pages, 70 pages. C'est un petit bouquin, je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, une seconde. Ah voilà, ça doit être ça. Un psychiatre déporté témoigne, ça doit être ça. Un psychiatre déporté témoigne. Ça doit être ça. Édition du Chalet, 1967. Et là-bas, il raconte des déportés qui étaient avec lui. Ouais. Il avait un rêve. Je vous ai raconté cette histoire ou pas? Il avait un rêve. Il faisait un rêve que je sais pas quoi, le 3 mars 1944, les Américains allaient venir les sortir des camps.
Il dit, c'est quand même incroyable que dans les camps, on était en pyjama, il faisait du -15, -20, des fois du -40, et on tombait pas malade. Et qu'on mangeait pas correctement. Et qu'on n'avait pas des règles d'hygiène dignes de ce nom. Il n'y avait rien. Et on travaillait jusqu'à épuisement le plus total. Et on était torturé physiquement. Comment ils pouvaient supporter de telles conditions, hein, de vie extrêmes sans tomber malade? Sans vitamine C, sans vitamine D, sans vitamine A, sans vitamine B, comment ils faisaient? Alors, il dit, c'est la volonté de s'en sortir. La volonté de s'en sortir développe, vient booster le système immunitaire. Vous entendez ou pas? Et d'ailleurs, c'est reconnu aujourd'hui. Des fois, on ne dit pas au malade qu'il est malade, pour qu'il ait la volonté. Il y a des clowns réfouis pour redonner du courage. C'est reconnu aujourd'hui. C'est pas en regardant la maladie qu'on va guérir, c'est en regardant la guérison qu'on va guérir. Mieux vaut tard que jamais. Je n'ai pas compris, t'as amené les enfants ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Même que- La voiture ou elle-même? Les deux? Elle change de voiture, ouais. Ah là là. Et donc ce monsieur qui était avec lui, on arrivait vers, je sais pas c'était quoi la date, j'ai dit comme ça au pif 3 mars. On arrivait au 3 mars, on était le 2 mars. Et il voit que dans le ciel, à l'horizon, rien ne change. D'accord? Il est mort le 3 mars. Ouais. Parce que comme il voyait que ses rêves ne s'accomplissaient pas, donc il a perdu espoir, il est mort le lendemain. Dès qu'il a perdu espoir, il est mort. C'est parti de son livre, ce témoignage poignant. Vous comprenez ou pas? Tout Rosh Hashanah, Sarem et Tchouva, etc. Et nous, bon, on a le minag de s'entraîner un mois avant. Ouais. C'est retrouver de l'idéal, un sens dans notre vie. Je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis pas là pour partir en vacances, je suis pas là pour juste avoir du nara des enfants. Ma vie, elle vaut beaucoup plus que ça. Quelle est ma mission sur Terre? Quoi je peux aider, en quoi je peux faire profiter? On va étudier un petit peu les choses qu'on a à faire sur Terre. On va se préparer à redonner du sens à notre vie. Vous comprenez ou pas? Je connaissais une femme aussi, je donnais un chiour. David, il y était, dans une société là-bas à Ramat Gan à la pause. C'était de la bourse au diamant là-bas. Et il y avait une femme qui participait au chiour, et une femme qui a beaucoup souffert, une femme religieuse qui a beaucoup souffert. Et elle a eu un mari terrible qui a fait beaucoup souffrir et tout. Je connais son frère d'ailleurs. Et bon, elle a eu beaucoup de problèmes avec ses enfants. Bon, mais qui sont beaucoup de problèmes. Et à force d'avoir beaucoup de problèmes dans sa vie qui se sont cumulés, un jour elle a dit ah, j'en peux plus. Elle se battait, c'était une combattante, une femme très intelligente, enfin, sortie major de Polytechnique, je sais pas quoi, une femme spéciale, et qui avait beaucoup de force, beaucoup de volonté, mais à un moment elle n'en pouvait plus. Elle dit Hachem, j'en peux plus. Le lendemain qu'elle a dit ça, elle a eu, je sais plus quoi, une maladie très grave. Ouais, je sais plus ce qu'elle a eu. Et donc elle était en train de mourir, et elle a repris courage, elle dit non, je vais me battre, etc. Et elle a guéri, elle est sortie complètement. Quand elle m'a raconté cette histoire, je ne connaissais pas encore la logothérapie après que j'ai étudié la logothérapie. Ouais. C'est incroyable son histoire, ça confirme. Quand elle a dit j'en peux plus, il faut jamais, comme il dit le Rabbi Nachman, mais bon, c'est le message de la Torah, ouais. Fais riouche, vas-y, j'en peux plus. Tu perds un sens. Si tu n'as plus de sens à ta vie, vous savez qu'on a plein de bactéries qui sont en nous, on a plein de maladies qui sont en nous. Vous savez ça? Et le corps est tout le temps en train de les éliminer. Donc c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes d'immunité, ouais, dans le corps, ils sont en danger parce qu'on a toujours dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, il y a toujours des bactéries, des trucs, toujours. Et on les élimine en permanence. Des fois, on a un coup de barre. On ne sait pas que c'est le corps qui est en train de lutter contre ouais, un truc, et c'est pour ça qu'on a un coup de barre. On ne sait pas. Ouais. Quand maintenant on s'enrhume, c'est en nous le rhume en vérité. On a une khoulcha qui a développé cette chose qui était en nous. C'est pas le froid qui rend malade. Le froid, c'est une khoulcha.
Bon, je ne suis pas médecin, peut-être je dis des bêtises, mais comme ça, j'ai cru comprendre. Et, et donc, ce qui est très important, c'est de donner au corps sa combative. Donc, il y a des gens qui prennent des vitamines X, X-ray, de toutes les lettres pour booster le système immunitaire. Par exemple, un des trucs qui marche très bien pour booster le système immunitaire, c'est le Nigari. On en parlait dernièrement. Qui est le chlorure de magnésium. Boum, ça vient tout rebooster. Mais il y a la vitamine, ouais, le sel imbuvable. Non, mais à petite dose, c'est buvable. T'as essayé un peu ou pas? Pas encore. En quoi ça aide C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des vitamines qui boostent le système immunitaire. Je ne vais pas t'expliquer chimiquement pourquoi. Bien que je sais exactement comment ça marche, je ne vais pas te l'expliquer. Comme ça. Et pourquoi la camole, je t'ai déjà posé la question pourquoi la camole s'enlève ton mal de tête? Non, mais tu le prends quand même. Alors pose pas de questions. Ouais. C'est rare qu'on sache en quoi les médicaments qu'on prend, ouais, ils agissent sur ce qu'on attend qu'ils agissent. Ouais. Mais on le voit en tout cas. Ça booste le système immunitaire. Mais la chose qui booste le plus le système immunitaire, on l'a vu à Auschwitz, ouais, c'est l'idéal, l'espoir. Comment ça marche? Il l'a pas, je pense pas qu'il l'a développé, on va dire biologiquement comment ça marche. C'est Ouvdati. Karazé. Karazé. Si quelqu'un il vit chaque instant dans la Emouna, il voit Hachem à chaque instant, pas juste à Rosh Hashanah, Yom Kippour, machin, quand il a une époque, donc il est dans l'idéal en permanence. Quand on s'étonne comment Rav Kadouri il a vécu si longtemps en étant un grand fumeur, en faisant pas de sport, etc. Son idéal le fait vivre. Vous comprenez ou pas? C'est contre toutes les règles médicales. Il faisait pas de sport, il mangeait pas, il prenait pas de vitamines, machin, truc. Il fumait comme un pompier. Comment il a dépassé les 100 ans? Hein? L'ODA. Il peut avoir des xérotes contre quelqu'un, lo nous, même s'il a de l'espoir et qu'il a de l'émouna, lo méchané, ouais. C'est pas dit que maintenant quelqu'un va être éternel et qu'il lui arrivera rien. S'il a l'idéal de la Torah, il fait quand même des avérotes. Ouais. L'avérote, elle tue. Parce que quelqu'un de normal, quand il fait d'avérote, il perd espoir. Ça joue. Je suis nul, אני לא שווה כלום, אני אף פעם לא יצליח בזה, מי אומר שזה בשבילי? אז אני אעשה המינימום. Qui suis-je pour vouloir plus? Regarde, עשיתי את זה, מה? Je me joue pour qui? Je me prends pour qui? C'est ça qui tue. La Vera, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une partie de Youch dans la Vera qui tue. Vous comprenez ou pas? Alors, c'est pas dire, bon, c'est pas grave ce que j'ai fait, hein, on est là pour kiffer. J'ai pas dit ça. D'accord? Mais, allez, je vais faire tchouva, allez, je vais me remettre en question, allez, on va y aller, on va y arriver, on va réussir. Hachem, donne-moi les forces. On prie pour la slicha, pour la tchouva, pour la kapara. Et on prie. On fait le vidouille, on fait le machin. Aide-moi, aide-moi. Et au Kippour, c'est un grand jour d'espoir. J'ai fait mon maximum normalement. J'ai fait mon maximum normalement. Et j'arrive au Kippour, je suis nettoyé. C'est un grand jour de revitalisation. Parce que je me sens propre. Et je me suis. On refait un plein d'idéalisme. Vous comprenez ou pas? Je vais y arriver cette année. En gros, s'il n'y avait pas Sarim et Tchouva, Laura, je vais dire, ah, c'est bientôt les sirotes. Il y a des gens, des débiles mentaux, ils disent, ah, c'est sirotes, ah, il y a même Noraim, comment on va faire et tout, c'est le Ramman. Ouais, c'est débile ou quoi? S'il n'y avait pas ça, t'imagines quand on serait terre à terre? Ça nous refait un plein de. Quand on prie après Occupe, on ne se rend pas complètement neuf. Ça demande des efforts. C'est pas facile. Mais sauf, le résultat, il est magnifique. On arrive à Soukot, c'est un kiff. On est léger comme un malade. Justement, Jonathan vous a envoyé un message. Cette année, il y a 3 jours de Rosh Hashanah, puisque Shabbat tombe juste après. Et donc, les gens, ils font l'effort de se déplacer pour les tfilotes de Rosh Hashanah. Les gens, peut-être, ne vont pas faire l'effort de se déplacer pour les tfilotes de Shabbat. Maintenant, je viens pour vous, je n'ai pas où prier. Je n'ai pas envie de prier avec un Minan Natanien, que j'ai déjà fait l'expérience. Hachem Ishmor. C'est très bien, mais pas pour moi. Et surtout pas Shabbat Shuvah. Donc, si maintenant on n'a pas Minan pour Shabbat, je ne viens pas. Je ne vais pas bousiller mon Shabbat Shuvah. Donc, j'aimerais savoir si on a Minan pour Shabbat. Pour motiver les gens à venir Shabbat, ce que Jonathan a eu comme idée géniale, comme d'habitude, ouais, c'est que il a dit bah, ce qu'on va faire, Arvid de Shabbat, c'est très simple, bah, c'est après Rosh Hashanah, donc on est sur place. Il est réglé Arvid.
D'accord? 7h30, l'Oderma, 7h30, on verra les heures du Kriyat Shema, on pourra obtenir, pour faire le Kriyat Shema en son temps, mais juste, ouais, comme ça on fait un peu plus tard pour que les gens ne soient pas trop fatigués. Et après, Shacharit, on commande un catering. Ça, c'est avant Rosh Hashanah pour pouvoir le catering. Donc, après Shacharit, on mange tous ensemble, avec les femmes et les enfants, là-bas. On fait un bon repas, des Dvar Torah. Si c'est nécessaire, un petit chiour pour arriver à Mincha. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'aller-retour. Arvit, il n'y a pas besoin d'aller-retour, on est déjà sur place. Shacharit, Mincha, on est sur place. Et Arvit, chacun chez soi. Il faut vite me donner une réponse. Parce qu'il faut vite que je loue un appartement et que je vérifie, parce que l'année dernière, c'était une catastrophe, l'appartement. Il faut que j'aille sur place, je vérifie. Le frigo n'était pas de Shabbat. C'était dans une saleté incroyable. Une catastrophe, l'appartement. Une catastrophe. Et j'ai pas envie de ramener ma femme et les enfants dans une telle mouise. Tout le Shabbat qui était pas, le frigo qui n'était pas de Shabbat, pour l'ouvrir, il fallait demander à un gosse, c'était à chaque fois compliqué quand même. Surtout qu'on a 3 jours. Et j'avais demandé, hein, c'est pas que je suis naïf, moi, quand je le. Et oui, il y a un aimant, machin, j'ai mis l'aimant, tout ça, bon. Et après, j'ai vu sur le Shabbat, j'ai mis l'aimant, mais j'entends le ventilateur, il s'arrête. Donc c'était du Zarma. L'aimant de déconnecter que la lumière. C'est sympa. Donc maintenant, quand je loue un appartement, je vais demander le modèle du frigo et je vérifie sur Internet que sur ce modèle-là, il y a un système de Shabbat. Sinon, je ne loue pas. Il faut que je me prenne à l'avance. Il faut trouver un truc libre et trouver un frigo de Shabbat. Bon, sinon, je mets un timer sur le frigo, hein, j'amène avec mon timer et quand il est éteint, mais c'est compliqué quand même. C'est 3 jours et tout. Tu peux l'ouvrir que quand il est éteint. C'est une technique. Ah, je ne sais même pas si on a. C'est pas sympa. Comment? Je ne sais même pas si on a bien à Rosh Hashanah pour l'instant. Voilà, voilà, non, c'est dans un mois. Alors, faut que tu m'envoies Il par y a beaucoup de mail. gens qui ne savent pas s'ils sont chez eux, chez leurs parents, leurs parents, leurs trucs. Moi, je suis là, mais je suis venu, mais par contre, je ne resterai pas pour manger. Ma belle-mère, Pourquoi? c'est pas ma belle-mère. Ça fait loin? Ah, comme ça, c'est loin. D'accord. Mais toi, t'es pas loin, donc tu seras là pour Shabbat, toi. Oui, ça. D'accord. Et toi, Eli, par exemple? C'est quoi normalement? Ça fait peur. C'est comme Blinéder, on sait que ça veut dire non. Ouais. J'ai répondu, hein. Faut que tu me la listes de ceux qui n'ont pas répondu, je vais les appeler un par un, comme chaque année. Comme chaque année, ça marche comme ça. WhatsApp, ça intéresse personne, faut le rapport humain. Pas grave, hein, ça fait partie Ceux du. qui sont là, ils ont répondu. C'est qui ceux qui sont là? Ouais. Aurel, t'es là, toi? Lorraine, Je peux être ça, Si tu veux, je dis matin. Quoi? pour répondre, on ne peut pas rester comme ça. J'ai marqué le matin. Ah, Marco, tu sors du quartier ou pas? non, non. Je suis avec toi. Tu vas voir. Jorvel, Julien. C'est avec moi. Hein? J'avais Les dit enfants, Antoine. Peut-être un fils. Quoi? Ceux qui ont répondu, Aurel, Julien, Youssef, Léon. C'est qui Yosef? Dadje? Bah, toutes les tfilotes? Qui reste au chemin. Là, c'est pour le matin.